Bonjour. Alors que les médias nous plongent chaque jour dans l'immédiat de l'actualité, j'aimerais partager une réflexion qui m'accompagne depuis quelque temps concernant la lutte contre la pauvreté. Tandis que des projets de développement entre guillemets existent depuis des décennies, la pauvreté diminue, mais les inégalités persistent. Alors, est-ce à dire que ces projets ne fonctionnent pas, ou faut-il prendre une perspective plus large en tenant compte d'autres facteurs, y compris économiques? J'aimerais donc me demander aujourd'hui avec vous si la vraie question serait plutôt comment arrêter d'appauvrir, ou plus précisément d'exploiter, les pays concernés, dits du Sud global. En effet, nous sommes souvent mis face à l'image des pays industrialisés qui aident ceux du Sud, les pays en développement. Et si la réalité était tout autre? Et si en fait c'était le Sud qui finançait le Nord? Depuis quelques années, des chercheurs et des économistes ont commencé à inverser cette image. Ils montrent que depuis 1980, plus de 16 000 milliards de dollars ont été drainés des pays du Sud vers le Nord. Je vous explique comment ça se passe. Alors, premier flux, la dette. Les pays du Sud ont payé depuis 1980 plus de 4 200 milliards de dollars en intérêts de la dette. On peut comparer ce montant, par exemple, à l'éducation primaire dans le monde. Le coût estimé pour scolariser tous les enfants dans le monde en âge d'école primaire pendant une année est d'environ 22 milliards de dollars en 2023. Les 4 200 milliards d'intérêts représentent plus de 4,7 fois ce montant. Pour comprendre l'impact de l'intérêt de la dette sur l'économie d'un pays en développement, prenons l'exemple du Ghana ou aussi du Pakistan, où le service de la dette absorbe entre 30 et 40% du budget national. Imaginez, 40% de l'argent, donc le budget de l'État, qui idéalement devrait être destiné aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, va directement servir à rembourser des créanciers, en général des pays riches. À noter que nombre de ces dettes ont été contractées sous des conditions imposées par le FMI et d'autres institutions, en lien avec les programmes d'ajustement structurel du FMI, c'est-à-dire des libéralisations, des privatisations, etc., comme par exemple en Argentine dans les années 1990, avec des résultats catastrophiques, à commencer par l'augmentation de la pauvreté et dont le pays souffre encore. Ensuite, deuxième mécanisme, les profits des multinationales. Des ressources comme le pétrole, l'or ou les minerais sont extraits dans les pays du Sud, mais les bénéfices retournent massivement vers les sièges des entreprises au nord. Prenons par exemple l'industrie minière au Mali, où les multinationales gardent 95% du profit, ou alors le pétrole extrait au Nigeria, où seul 0,5% revient au pays même, alors que l'entreprise, dans ce cas c'est Shell, garde 99,5% du profit. De la même manière, l'entreprise Glencore, une des plus grandes sociétés minières et de négoce de matières premières au monde, basée à Zug en Suisse, avec ses exploitations de cobalt en République démocratique du Congo. Ce pays, malgré d'immenses ressources naturelles, reste l'un des plus pauvres au monde. Quand on prend en compte les liens largement documentés entre les groupes armés et l'industrie minière, on réalise le lien entre exploitation des ressources, guerre et pauvreté. Mais en réaction à ces pratiques, il faut noter une exception notable. Le Sénégal a récemment décidé de renégocier ses contrats pour mieux contrôler l'exploitation de ses ressources. Affaire à suivre. Enfin et troisièmement, les flux illicites. En 2012, par exemple, les flux illicites ont coûté aux pays du Sud 700 milliards de dollars. Ces flux incluent la fausse facturation commerciale, l'évasion fiscale et autres pratiques comptables compliquées du même genre qui servent à faire disparaître les profits et les détourner. C'est un vol à grande échelle, souvent lié à des entreprises multinationales et à des paradis fiscaux. Au final, avec ces trois pratiques exploitatives, les chiffres sont très parlants. Pour chaque dollar reçu en aide, le Sud perd 24 dollars. Cette réalité change notre perception. On nous dit souvent que les pays du Nord aident beaucoup les pays les plus pauvres. Mais comme l'écrit l'auteur britannique Jason Hickel,
Le discours sur la soi-disant générosité des pays industrialisés commence à sembler un peu naïf lorsqu'on tient compte de ces flux inversés. Cela donne l'impression que ce sont les pays les plus riches qui sont magnanimes, alors qu'en fait ils reçoivent, ou plus précisément ils prennent, leur conférant une sorte de supériorité morale, tout en empêchant ceux d'entre nous qui se soucient de la pauvreté dans le monde de comprendre comment le système fonctionne réellement et de trouver des solutions à la racine du problème. La coopération au développement ne doit pas être instrumentalisée pour masquer l'exploitation unilatérale des richesses dans le monde et y remédier de manière uniquement cosmétique à des fins de bonne conscience. Ce système économique actuel, qui continue de siphonner les richesses du Sud, recèle en réalité une injustice structurelle. Ce n'est pas une question de charité ou de générosité. En fait, les pays du Sud n'ont pas besoin de notre bienfaisance, mais de justice, à savoir la fermeture des paradis fiscaux, la régulation des pratiques des multinationales et l'annulation ou la restructuration des dettes insoutenables. Au final, c'est une question de cohérence des politiques publiques. Parler de justice sociale ou de réduction de la pauvreté tout en fermant les yeux sur l'évasion fiscale est une totale contradiction. En conclusion, la pauvreté n'est pas une fatalité, elle est le résultat d'un système qui doit être repensé. Les pays du Nord ont un rôle à jouer, pas seulement comme donateurs, mais en changeant leurs propres pratiques. L'idée du chacun pour soi est totalement naïve. Notre prospérité dépend de la prospérité de tous. La stabilité mondiale, la paix et l'équité sont nos intérêts communs. En conclusion, le travail de coopération internationale est nécessaire, mais il doit s'accompagner d'une transformation profonde de nos relations économiques et de nouvelles pratiques fiscales et commerciales éthiques qui rompent avec l'histoire des relations de domination postcoloniale. C'est une question de justice, d'éthique et de cohérence. Merci de votre attention et si vous voulez en savoir plus, je vous mets les sources en commentaire. J'espère que ce thème vous a intéressé et à très bientôt pour un prochain épisode.